jour de janvier 1898, un homme de 63 ans déplia un journal dans un café parisien. Ce qu'il lut ce matin-là brisa des amitiés de 30 ans. Ce qu'il dit ensuite le condamna pour l'éternité. Mais pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter bien plus loin, 64 ans plus tôt, vers un enfant qui allait perdre sa mère, vers une blessure qui ne guérirait jamais, vers un garçon qui apprendrait très tôt à transformer la douleur en silence et le silence en art. Cette histoire est celle d'un génie et d'un monstre. Parfois, les deux habitent le même corps. 19 juillet 1834. Paris étouffe sous la chaleur de l'été. Dans un appartement cossu de la rue Saint-Georges, un cri de nouveau-né déchire l'air. Hilaire Germain Edgar Degas vient au monde. Notez l'orthographe. Degas, en 2 mots, à la manière aristocratique. Cette particule fabriquée dit tout de la famille. On y cultive les apparences comme d'autres cultivent des roses. Son père s'appelle Auguste. Il dirige la succursale parisienne d'une banque napolitaine fondée par son propre père. Homme de chiffres le jour, Auguste devient mélomane le soir. Il joue du piano, collectionne les gravures, fréquente les concerts. Pour lui, l'art et l'argent ne s'opposent pas. L'un finance l'autre. Sa mère se nomme Célestine Musson. Elle vient de la Nouvelle-Orléans, cette Louisiane française où la chaleur colle à la peau et où le coton fait des fortunes. Sa famille possède des plantations, des entrepôts, des navires. Elle est créole, ce qui signifie beaucoup de choses dans le Paris de Louis-Philippe. On murmure, on chuchote, on ne dit rien ouvertement. Le petit Edgar grandit entre ces deux mondes. Le père tout en maîtrise et en musique. La mère, venue d'ailleurs, avec ses silences et ses regards perdus vers la fenêtre. Ses sœurs s'appellent Thérèse et Marguerite. Plus tard, elles feront des mariages malheureux, comme si le malheur était inscrit dans les gènes de cette famille. Mais pour l'instant, ce ne sont que des fillettes en robe blanche qui jouent dans le salon, pendant que leur mère tousse dans sa chambre. Car Célestine tousse, de plus en plus fort. L'année 1847 emporta tout. Edgar a 13 ans quand sa mère meurt. 13 ans, l'âge où on n'est plus un enfant, mais pas encore un homme. L'âge où les blessures s'inscrivent pour toujours dans la chair de l'âme. On ne sait presque rien des circonstances. Une maladie, probablement. La tuberculose, peut-être. Les archives familiales restent muettes. Ce qui est certain, c'est que le garçon ne s'en remettra jamais. Pourtant, on chercherait en vain une trace de ce deuil dans son œuvre. Pas un portrait de Célestine, pas une esquisse, pas un croquis griffonné dans un carnet de jeunesse. Rien. Le silence le plus total. Comme si elle n'avait jamais existé. Dans les milliers de lettres qu'il écrira au cours de sa vie, son nom n'apparaît presque jamais. Ses amis les plus proches, ceux qui le fréquenteront pendant des décennies, ne sauront même pas comment il s'appelait. Il avait construit un mur si épais, si haut, que rien ne pouvait plus passer. Ni les souvenirs, ni les larmes, ni la tendresse. Bien des années plus tard, une amie osa poser la question. Marie Cassatt, peintre américaine, femme directe qui ne craignait pas les silences gênants. Elle demanda simplement « Vous ne parlez jamais de votre mère ?» Il répondit sans la regarder « Il n'y a rien à dire. » Elle est morte quand vous étiez enfant ? Un artiste ne fouille pas dans le passé, il regarde, c'est tout. Marie comprit qu'elle avait touché quelque chose d'interdit, une zone morte, un territoire où même lui n'osait plus s'aventurer. Ce n'était pas du chagrin au sens habituel, c'était une anesthésie. À 13 ans, Edgar Degas avait appris à couper le courant entre son cœur et le monde. Il avait découvert qu'on pouvait survivre en ne ressentant rien. Cette technique, il l'appliquerait toute sa vie, aux femmes, aux amis, à lui-même. L'enfant qui perdait sa mère devenait l'homme qui ne laisserait plus jamais personne l'approcher. Auguste Degas ne se remaria pas. Il reporta toute son attention sur ses enfants et particulièrement sur son fils aîné. Edgar dessinait, depuis toujours, des chevaux, des visages, des scènes de rue.
Ses carnets débordaient de croquis. Auguste remarqua ce talent. Il décida de le cultiver. Mais pas n'importe comment. Auguste avait des principes, des exigences, des certitudes. Un soir, dans le salon de la rue Saint-Georges, le père fit asseoir le fils. « Tu veux être artiste, soit, mais écoute-moi bien. » Edgar attendit, le crayon encore à la main. L'art doit être grand, pas de facilité, pas de raccourci. Tu étudieras les maîtres anciens, Raphaël, Poussin, Ingres surtout. Tu apprendras le métier comme on apprend une langue, mot par mot, ligne par ligne. Et si je veux peindre autrement ? Auguste sourit, un sourire rare, presque tendre. Tu peindras comme tu voudras, mais d'abord, tu sauras peindre. La liberté vient après la maîtrise, jamais avant. Ces mots s'inscrivirent dans la mémoire du garçon. Ils deviendraient sa religion, son obsession, sa prison dorée. Un jour de 1855, Auguste emmena son fils au Louvre. Ils marchèrent lentement dans les grandes galeries, s'arrêtant devant les chefs-d'œuvre que le père voulait montrer au fils. Puis, ils s'immobilisèrent devant les toiles de Jean-Auguste Dominique Ingres, le maître incontesté du dessin français, le gardien de la tradition classique. Auguste posa sa main sur l'épaule d'Edgar. « Regarde la ligne. Tu vois comme elle est pure, comme elle ne tremble pas. » Edgar hocha la tête en silence. « La ligne, mon fils, c'est l'honnêteté. La couleur, c'est le mensonge des émotions. Méfie-toi toujours de la couleur. » Ces mots aussi, Edgar les grava en lui. Il les répéterait pendant 60 ans à tous ceux qui voudraient l'entendre. Mais son père cachait quelque chose, un secret prosaïque que le fils ne découvrirait que bien plus tard. Auguste finançait Edgar, généreusement, régulièrement, discrètement. Chaque mois, une somme confortable arrivait, permettant au jeune homme de vivre, de peindre, d'acheter des toiles et des couleurs sans se soucier du lendemain. Ce financement dura jusqu'à la mort d'Auguste, en 1874. Pendant près de 20 ans, Edgar vécut en rentier, tout en jouant les artistes désargentés devant ses amis. Il se plaignait du prix des pinceaux, il maudissait les marchands, il affectait la bohème. Et pendant ce temps, l'argent paternel coulait sans bruit. Pourquoi ce mensonge ? Honte de sa richesse face aux vrais pauvres ? Besoin de se sentir l'un d'eux ? Ou simplement ce goût du secret qui deviendrait sa marque de fabrique ? Le fils avait appris du père l'art de la façade impeccable, la première d'une longue série. Cette même année 1855, Edgar obtint une audience avec le dieu vivant de la peinture française. Ingres avait 75 ans. Il régnait sur l'art officiel comme un monarque absolu. Ses portraits étaient célébrés. Ses nus scandalisaient et fascinaient. Son autorité ne souffrait aucune contestation. Recevoir le jeune Degas dans son atelier, c'était lui accorder une bénédiction. Edgar se présenta, le cœur battant, avec un carton de dessin sous le bras. Le vieux maître examina les travaux du jeune homme, longtemps, en silence. Puis il leva les yeux. « Vous avez de l'œil, mais l'œil ne suffit pas. » Edgar attendait la suite, n'osant pas respirer. « Dessinez des lignes, jeune homme, beaucoup de lignes, de mémoire ou d'après nature. Dessinez sans relâche, et vous deviendrez un artiste. » Ces mots entrèrent dans la légende. Edgar les citerait toute sa vie comme un commandement biblique. Il les répéterait au jeune peintre qui viendrait lui demander conseil. Il en ferait son credo absolu. Mais il y avait une ironie que le jeune homme ne percevait pas encore. Ingres, le chantre de la pureté et de la ligne parfaite, était célèbre pour ses liaisons avec ses modèles. Son bain turc, cette ronde de femmes nues entrelacées, n'était pas une abstraction philosophique. C'était le fantasme d'un vieillard qui avait passé sa vie à désirer ce qu'il peignait. Edgar prendrait la technique d'Ingres, sa précision, son obsession de la forme. Mais il ne prendrait pas sa sensualité.
Quelque chose en lui refusait ce passage entre l'art et le corps. Quelque chose restait fermé, verrouillé, inaccessible. Beaucoup plus tard, devenu lui-même un vieux maître irascible, il résumerait sa philosophie en une formule que ses contemporains retiendraient. L'art n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous faites voir aux autres. Autrement dit, l'artiste ne partage pas. Il manipule. Il contrôle. Il décide ce que le spectateur percevra. Ce n'était pas de la communion, c'était du pouvoir. Pour un homme qui avait tout perdu à 13 ans, le pouvoir était la seule chose qui comptait vraiment. Edgar avait besoin de fuir, de s'éloigner de Paris, de son père, des fantômes qui hantaient la rue Saint-Georges. En 1856, il prit le chemin de l'Italie. Il avait 22 ans. Officiellement, il partait étudier les maîtres de la Renaissance, copier les fresques de Florence, s'imprégner de la lumière romaine. En réalité, il fuyait. Le voyage dura 3 ans. 3 années loin de tout ce qui le rattachait à l'enfant qu'il avait été. Naples l'accueillit d'abord. La famille de Gasse y avait des racines profondes. Son grand-père y avait fondé la banque. Des cousins y vivaient encore, portant des titres de noblesse et habitant des palais aux murs épais. Edgar s'installa chez l'un d'eux, le baron Gennaro Bellelli, qui avait épousé sa tante Laura. Ce qu'il découvrit dans cette maison le marqua pour toujours. Gennaro Bellelli était un exilé politique. Banni du royaume de Naples pour ses idées libérales, il vivait à Florence dans une amertume perpétuelle. Loin de sa patrie, loin de ses ambitions, aigri par l'échec. Laura, sa femme, la tante d'Edgar, portait le deuil. Son père venait de mourir. Mais ce deuil semblait dépasser la perte récente. C'était comme si elle avait toujours été en deuil de sa vie, de ses espoirs, de l'amour qu'elle n'avait pas trouvé. Le couple ne s'aimait plus. Peut-être ne s'était-il jamais aimé. Les repas se prenaient en silence, les nuits, dans des chambres séparées. Les enfants, 2 fillettes, grandissaient entre ces 2 blocs de glace. Edgar décida de les peindre, tous, ensemble, en famille. Il travailla pendant des mois sur cette toile qui deviendrait l'un de ses premiers chefs-d'œuvre. Quand il eut terminé, le résultat stupéfia ceux qui le virent. Laura se tient debout, rigide, vêtue de noir de la tête aux pieds. Son visage est fermé comme une porte. Elle ne regarde personne. Elle fixe un point au-delà du tableau, au-delà de la vie. Gennaro est assis dans un fauteuil, mais il tourne le dos au spectateur. On ne voit que sa nuque et son épaule. Il est physiquement présent dans le tableau, mais il a déjà quitté la famille. Son corps dit ce que les mots ne peuvent pas dire. Entre eux, les 2 fillettes, Giulia et Giovanna. L'une se tourne vers sa mère, cherchant une protection qui ne viendra pas. L'autre est à moitié assise sur une chaise, le corps tendu, comme prête à fuir. Les critiques de l'époque qualifieraient plus tard cette œuvre de portrait de famille le plus cruel du XIXe siècle. Et ils auraient raison. À 24 ans, Edgar savait déjà montrer la souffrance sans la commenter. Il savait transformer un drame privé en image universelle. Il savait regarder le malheur des autres avec une précision de chirurgien. La question reste, était-ce de la lucidité artistique ou du voyeurisme émotionnel? Compatissait-il à la douleur de sa tante ou prenait-il un plaisir froid à documenter sa prison dorée? Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être était-ce simplement la seule façon qu'il connaissait d'être proche des gens, en les transformant en images. Après Naples et Florence, Rome. Edgar arpenta les musées du Vatican, copia les fresques de Michel-Ange, étudia Raphaël jusqu'à l'épuisement. Il remplissait carnet après carnet, des centaines de dessins, des milliers de lignes. La discipline qu'il s'imposait était féroce, lever à l'aube, travail jusqu'au soir. Peu de distractions, peu d'amitié, presque pas de vie sociale. Les autres jeunes artistes français qui séjournaient à Rome le trouvaient étrange, trop sérieux, trop fermé. Il parlait peu, souriait rarement, gardait toujours une distance. Un jour,
un camarade lui demanda pourquoi il ne se joignait pas aux soirées, aux fêtes, aux aventures que les autres couraient. Edgar répondit par une question. « Avez-vous vu la main de Dieu dans la chapelle Sixtine? Cette main qui donne la vie à Adam ?» L'autre hocha la tête. Pour peindre cette main, Michel-Ange a passé des années seul sur un échafaudage, le cou tordu, le dos brisé. Vous croyez qu'il avait le temps de s'amuser? Le camarade n'insista pas. Edgar retourna à ses carnets. Ces 3 années italiennes forgèrent l'artiste qu'il allait devenir. Elles lui donnèrent la maîtrise technique que son père avait exigée. Elles lui apprirent à regarder sans sentir, à analyser sans s'impliquer. Elles creusèrent aussi sa solitude, chaque jour un peu plus profonde, chaque jour un peu plus définitive. Quand il rentra à Paris en 1859, Edgar Degas avait 25 ans, un talent immense et un cœur déjà fermé à double tour. Paris avait changé pendant son absence. Le baron Haussmann éventrait les vieux quartiers pour tracer ses grandes avenues. La ville se modernisait, s'élargissait, se transformait. Et le monde de l'art bouillonnait. Une nouvelle génération de peintres s'agitait dans les cafés de Montmartre. Ils en avaient assez des mythologies poussiéreuses du salon officiel, assez des batailles héroïques et des déesses en marbre. Ils voulaient peindre la vie moderne, les gares, les cafés, les bords de Seine, les femmes en robe de leur temps. Edgar les observa d'abord de loin. Il n'était pas des leurs, pas vraiment. Son éducation, sa fortune cachée, ses années passées à copier les maîtres le séparaient de ces bohèmes bruyants. Mais quelque chose l'attirait vers eux, leur énergie peut-être, leur audace, leur refus des règles établies. En 1862, il fit une rencontre décisive. Édouard Manet avait 30 ans. Il était beau, élégant, spirituel. Son déjeuner sur l'herbe avait provoqué un scandale retentissant. Une femme nue, au milieu d'hommes habillés, les bourgeois hurlaient à l'obscénité. Les jeunes peintres applaudissaient au génie. Edgar croisa Manet au Louvre, devant les Vélasquez. 2 dandys en redingote noire, étudiant le même tableau. Manet parla le premier. « Vous copiez ?»« J'étudie. »« C'est la même chose, non ?» Edgar secoua la tête. « Copier, c'est reproduire. Étudier, c'est comprendre. Je veux comprendre comment il faisait vibrer le noir. » Manet sourit. Il avait trouvé quelqu'un qui parlait son langage. Ils se revirent au café Guerbois, rue des Batignolles. C'était le quartier général de la nouvelle peinture. Chaque soir, ou presque, les jeunes artistes s'y retrouvaient autour de tables en marbre, dans un brouillard de fumée de cigares. Il y avait Claude Monet, toujours fauché, toujours obstiné. Pierre-Auguste Renoir, fils de tailleur, qui peignait des femmes rondes et joyeuses. Camille Pissarro, le patriarche barbu, juif des Antilles danoises, anarchiste tranquille et généreux. Alfred Sisley, l'anglais discret. Frédéric Bazille, le plus jeune, le plus beau, le plus riche du groupe. Et bientôt, une femme. Berthe Morisot, dont les yeux trop grands troublaient Manet bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Edgar prit sa place parmi eux, mais une place particulière. Toujours légèrement en retrait, toujours à l'écoute plutôt qu'à la parole. Monet lui demanda un jour « Pourquoi ne venez-vous pas peindre avec nous en plein air? La lumière de l'Île-de-France est magnifique. » Edgar grimaça. « Le plein air, c'est pour les poètes. Moi, je travaille dans ma chambre de torture. » Cette phrase fit rire tout le monde, mais Edgar ne riait pas. Il était sérieux. Pour lui, l'art n'était pas une communion avec la nature. C'était une lutte solitaire, menée dans l'ombre de l'atelier, loin des distractions du monde. Monet pouvait bien chanter les nymphéas et les meules de foin. Lui cherchait autre chose. La vérité des corps sous la lumière artificielle, le mouvement figé dans l'instant, la vie moderne telle qu'elle se vivait vraiment, dans les théâtres, les cafés, les coulisses. Il était avec eux, mais il n'était pas des leurs. Cette distinction, il la maintiendrait jusqu'au bout. L'été 1870 fit basculer le monde. Le 19 juillet,
Napoléon III déclara la guerre à la Prusse. Dans les cafés parisiens, on levait les verres à la victoire certaine. L'armée française était invincible, disait-on. Les Prussiens seraient écrasés avant l'automne. 6 semaines plus tard, l'empereur était prisonnier à Sedan, l'armée anéantie, et les troupes ennemies marchaient sur Paris. Edgar s'engagea dans la garde nationale. Il avait 36 ans, aucune expérience militaire, mais un sens aigu du devoir. On l'affecta à l'artillerie, dans un fort des hauteurs de Paris. Les mois qui suivirent furent un cauchemar. Paris assiégé, plus de ravitaillement. Les Parisiens mangeaient ce qu'ils trouvaient, des rats, des chats, les animaux du jardin des plantes. Un hiver glacial s'abattit sur la ville. Le charbon manquait autant que le pain. Edgar montait la garde sur les remparts, scrutant l'horizon à travers sa lunette. Et c'est là que quelque chose commença à se détraquer. Ses yeux lui faisaient mal. La lumière vive le blessait. Il avait du mal à distinguer les détails dans le lointain. Parfois, des taches sombres dansaient devant son regard. Il n'en parla à personne. Un soldat ne se plaint pas. Un artiste cache ses faiblesses. Mais le mal était là, tapi dans ses yeux. Cette dégénérescence de la rétine, qui frapperait plus tard sa cousine Estelle, cette malédiction héréditaire, elle avait commencé son travail de sape. Pendant qu'Edgar gelait sur les remparts, d'autres se battaient vraiment. Frédéric Bazille, le plus jeune du groupe, le plus enthousiaste, s'était engagé dans un régiment de zouaves. Il voulait en découdre avec l'ennemi. Il rêvait de gloire. Le 28 novembre 1870, lors de la bataille de Beaune-la-Rolande, une balle prussienne le faucha. Il avait 29 ans. Toute une œuvre à venir, effacée en un instant. Quand la nouvelle parvint à Paris, Edgar resta silencieux. Que pouvait-il dire? Bazille était mort en héros. Lui avait survécu en pointant des canons qui ne tiraient sur rien. La guerre distribuait ses verdicts sans logique ni justice. L'armistice fut signé en janvier 1871. Mais pour Paris, l'épreuve n'était pas terminée. En mars, la capitale se souleva. Les ouvriers, les artisans, les femmes des faubourgs refusaient la défaite. Ils refusaient le gouvernement installé à Versailles. Ils proclamèrent la Commune de Paris. Pendant 2 mois, la ville vécut une révolution. Les communards abolirent les loyers impayés, séparèrent l'Église de l'État, proclamèrent l'égalité des salaires. Pour certains, c'était l'utopie. Pour d'autres, le chaos. Edgar avait choisi son camp. Il quitta Paris dès que possible, se réfugiant chez des amis en Normandie. Il attendait, il observait, il ne participait pas. Cette neutralité cachait un mépris profond. Pour lui, les communards étaient la canaille, la populace, des ignorants qui brûlaient les monuments et renversaient les statues. Il regardait de loin flamber les Tuileries et son cœur se serrait, non pas pour les fusiller, mais pour les pierres. Camille Pissarro, lui, avait fait un autre choix. Anarchiste convaincu, il soutenait les idées de la Commune. Sa maison de Louvciennes fut saccagée par les troupes versaillaises, des centaines de toiles détruites, utilisées comme tabliers par les bouchers, comme tapis pour les chevaux. Quand les 2 amis se revirent après la semaine sanglante qui noya l'insurrection dans le sang, quelque chose avait changé entre eux. Edgar ne pouvait s'empêcher de faire des remarques sur les opinions de Pissarro. Des petites piques apparemment anodines, des allusions au désordre causé par certaines idées. Pissarro encaissait, souriait, changeait de sujet. Il avait trop de sagesse pour rompre une amitié à cause de mots. Mais des fissures étaient là, invisibles encore, prêtes à s'élargir au premier séisme. L'hiver 1872 apporta un besoin de fuite. Edgar embarqua pour la Nouvelle-Orléans. Officiellement, il rendait visite à ses frères installés là-bas. René et Achille avaient rejoint la branche américaine de la famille, celle des Musson, celle de la mère disparue. Mais pourquoi ce voyage, à 38 ans, en plein milieu de sa carrière? La France sortait brisée de la guerre et de la Commune. Les rues de Paris portaient encore les traces des combats. Ses amis étaient dispersés, son pays l'écœurait.
Peut-être avait-il besoin de retrouver les racines de Célestine, ce pays qu'elle avait quitté pour épouser un banquier parisien, cette chaleur qu'elle avait abandonnée pour mourir dans le froid du Nord. Le voyage dura plusieurs mois. Edgar découvrit un monde qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. La Nouvelle-Orléans était une ville à part, française par la langue et les manières, américaine par l'énergie et le commerce. La famille Musson y régnait sur le négoce du coton. Le coton arrivait des plantations, était trié, pesé, évalué, vendu. Des fortunes se faisaient et se défaisaient au rythme des récoltes. Edgar peignit ce qu'il voyait. Le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans montre l'intérieur de l'entreprise familiale. Son oncle Michel Musson examine un échantillon de coton au premier plan. Ses frères et leurs associés travaillent autour de lui. Personne ne regarde le spectateur. Chacun est absorbé par ses affaires. C'était le capitalisme américain dans toute son efficacité froide. Le monde des chiffres, le monde de son père. Cette toile serait la première œuvre d'Edgar achetée par un musée de son vivant. Le musée de Pau l'acquit en 1878. Ironie amère, son premier succès officiel n'était pas une danseuse, pas une scène parisienne, mais un bureau de commerce. Pendant ce séjour, Edgar fit autre chose, quelque chose de plus troublant. Il peignit Estelle. Estelle Musson était sa cousine germaine. Elle avait épousé son frère René. Elle était belle, douce, aimante. Et elle était devenue aveugle. Une maladie des yeux, progressive, irréversible. La même qui commençait à ronger Edgar lui-même. Il la représenta assise devant un vase de fleurs, des fleurs qu'elle ne pouvait pas voir. Son regard se perd dans le vide, tourné vers un monde intérieur inaccessible aux voyants. Edgar savait qu'elle ne verrait jamais ce portrait. Il la peignait en sachant qu'elle ne pourrait pas lui rendre son regard. Était-ce un hommage à sa souffrance? Un acte de compassion pour cette femme prisonnière de la nuit? Ou était-ce autre chose, le plaisir troublant de regarder quelqu'un qui ne peut pas vous voir? La liberté totale de l'observateur face à l'observé impuissant. Cette question reviendrait, encore et encore, devant ces danseuses épuisées, ces baigneuses surprises, ces femmes toujours tournées ailleurs. Quant à Estelle, son destin fut cruel. René, le frère d'Edgar, l'abandonna quelques années plus tard. Il s'enfuit avec une autre femme, laissant son épouse aveugle et leurs enfants. Edgar ne fit rien, ne dit rien. Il continua à peindre. Février 1874. Un télégramme arriva de Naples. Auguste Degas était mort. Edgar prit le train pour l'Italie, traversant les Alpes en plein hiver. Son père avait 70 ans. Une vie passée entre la banque et la musique, entre les chiffres et l'art. Une vie de façade impeccable. Ce qu'Edgar découvrit à Naples le dévasta. La banque était ruinée, les coffres vides. Des dettes colossales s'empilaient, créance après créance. Et le responsable de ce désastre avait un nom, Achille Degas, son propre frère. Achille avait spéculé, Achille avait joué. Achille avait perdu des sommes considérables. Et il avait tout caché, jusqu'à ce que la mort du père révèle l'étendue du gouffre. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Il fallut vendre le patrimoine familial pour rembourser les créanciers. La maison de la rue Saint-Georges, celle où Edgar avait grandi, celle où sa mère avait toussé ses derniers souffles, fut mise aux enchères. La collection de tableaux qu'Auguste avait patiemment constituée fut dispersée. Des Ingres, des Delacroix, des acquisitions faites au fil de décennies d'amour de l'art. Edgar dut se séparer d'œuvres qu'il chérissait. Il négociait avec les marchands, le cœur serré. Un jour, il présenta un dessin d'Ingres, une pièce magnifique, héritée de son père. Le marchand l'examina. Combien? 500 francs. Edgar secoua la tête. Il en vaut 5000. Alors gardez-le. Edgar hésita. Il regarda le dessin une dernière fois. Ces lignes parfaites que son père lui avait appris à vénérer. Ce maître qu'il avait rencontré grâce à Auguste. Il vendit le dessin.
il n'avait pas le choix. Quand il rentra à Paris, Edgar Degas n'était plus un rentier. Pour la première fois de sa vie, à 40 ans, il devait gagner son pain avec ses pinceaux. Le dilettante fortuné était mort avec son père. L'artiste professionnel, féroce et productif, venait de naître. Le 15 avril 1874, dans un immeuble du boulevard des Capucines, une exposition ouvrit ses portes. Les organisateurs avaient loué l'ancien atelier du photographe Nadar. Ils avaient accroché leurs toiles sur des murs tendus de rouge. Ils avaient invité le tout Paris à venir voir ce que le salon officiel refusait de montrer. Claude Monet présenta une vue du port du Havre, peinte au petit matin. Il l'avait intitulée « Impression, soleil levant ». Un critique hargneux, Louis Leroy, s'empara de ce mot. Dans son article, il qualifia tous les exposants d'impressionnistes, des peintres de l'inachevé, des barbouilleurs du vague. L'insulte devint un étendard. Mais Edgar, lui, ne l'accepta jamais. « Appelez-nous indépendants », répétait-il, ou réalistes, mais pas ce mot ridicule. Je n'ai rien à voir avec les impressions. C'était vrai, en partie. Les autres peignaient la lumière changeante, l'instant fugitif, la nature vivante. Lui cherchait autre chose, l'artifice, le théâtre, les coulisses, les lieux où l'homme se met en scène. Mais c'était faux aussi, car il partageait avec Monet et les autres une conviction. L'art académique était mort. L'avenir appartenait à ceux qui osaient regarder leur propre temps. Il exposa 10 œuvres ce jour-là, des scènes de course, des portraits. La critique remarqua son talent. On le distingua du lot tout en le rattachant au groupe. Le public fut moins enthousiaste. On ricanait devant Monet, on s'indignait devant Cézanne. Quand on arrivait devant les toiles d'Edgar, on s'arrêtait. Au moins, celui-là savait dessiner. La première exposition des impressionnistes fut un échec commercial. Mais elle prouva qu'on pouvait exister en dehors du système. Elle créa un précédent que toutes les avant-gardes futures suivraient. Edgar avait été l'un des principaux organisateurs. Il avait négocié le lieu, choisi l'accrochage, rédigé les statuts. Sans lui, peut-être, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Mais il ne revendiqua jamais ce rôle. Il préférait l'ombre à la lumière, les ficelles aux applaudissements. C'est à cette époque qu'Edgar trouva son territoire, son obsession, sa marque de fabrique. L'Opéra de Paris. Ce palais de marbre et d'or, inauguré en 1875, devint son terrain de chasse. Il obtint un laissez-passer pour les coulisses, privilège rare et convoité. Peu d'artistes y accédaient. Il fallait des relations, des recommandations, parfois des arrangements. Ce qu'il découvrit derrière le rideau rouge le fascina. Les petits rats de l'opéra n'avaient rien de romantique. C'étaient des enfants, des fillettes de 8 à 14 ans, venues des quartiers pauvres, envoyées par leur famille dans l'espoir d'une vie meilleure. La réalité était brutale. 8 à 10 heures d'entraînement quotidien, une discipline de fer, des corps poussés au-delà de leurs limites, des pieds en sang, des chevilles tordues, des dos brisés. Et pour tout cela, un salaire de misère qui ne permettait même pas de manger à sa faim. Il y avait aussi le système des abonnés. Les hommes riches pouvaient acheter le droit d'accéder aux coulisses. Officiellement, c'était pour admirer l'art de plus près. En réalité, c'était un marché. Un marché de chers jeunes. Les mères amenaient leurs filles à l'opéra, non pas pour en faire des étoiles, mais pour les exposer au regard des protecteurs potentiels. Une danseuse qui trouvait un ami généreux pouvait échapper à la misère. Son maigre salaire était complété par des cadeaux, des loyers payés, des dîners fins. Le prix de cette protection n'était jamais mentionné ouvertement, mais tout le monde le connaissait. Edgar naviguait dans ce monde avec une aisance troublante. Il connaissait les coulisses par cœur. Il savait les noms des danseuses, leurs familles, leurs protecteurs. Il les dessinait dans leurs moments d'épuisement, de souffrance,
d'attente. Un ami lui posa un jour la question directement. « Vous passez beaucoup de temps là-bas ?» Edgar ne leva pas les yeux de son carnet. « Je suis peintre. Je peins ce que je vois. » « Seulement ce que vous voyez ?» Edgar s'arrêta de dessiner. Il fixa son interlocuteur. « Que voulez-vous insinuer ?» L'ami n'insista pas. Personne n'insistait jamais avec Edgar. La question resta sans réponse. Elle reste sans réponse encore aujourd'hui. Parmi les centaines de danseuses qu'Edgar dessina, une eut un nom qui traversa l'histoire. Marie van Goethem. Elle était née dans une famille de misère absolue. Son père était tailleur, sa mère blanchisseuse. 3 filles, dont 2 travaillaient comme modèles pour les peintres de Montmartre. La 3e, Antoinette, fut arrêtée pour vol. Peut-être faisait-elle pire encore. Marie entra à l'école de danse de l'Opéra à 13 ans. Elle n'avait pas de vocation particulière. Elle avait faim. La danse était une porte de sortie, ou du moins l'espoir d'une porte. Edgar la remarqua. Il lui proposa de poser. Elle accepta. Pour quelques francs de plus, elle venait dans son atelier après les répétitions. Pendant 2 ans, de 1878 à 1880, elle prit la pose des centaines de fois. Edgar la dessinait sous tous les angles. Il étudiait son corps avec une attention clinique. Les os de ses hanches, la courbe de son dos, la façon dont ses pieds se tordaient dans les chaussons. Puis il décida de la sculpter. La petite danseuse de 14 ans est l'une des œuvres les plus étranges jamais créées. Une figurine de cire, grandeur presque nature, représentant Marie dans une pose de repos. Elle porte un vrai tutu de gaze, de vrais chaussons de satin, un vrai ruban dans ses vrais cheveux. Son visage élevé, les yeux mi-clos, l'expression indéchiffrable. Quand Edgar l'exposa en 1881, le scandale fut immédiat. « Répugnante », écrivit un critique. « Un visage de singe », dit un autre. « Un monument au vice », proclama un 3e. Les visiteurs s'arrêtaient, horrifiés et fascinés. Cette statue ne ressemblait à rien de connu. Pas de marbre blanc, pas de pose héroïque, pas de beauté idéalisée. Juste une gamine des rues, avec son menton en avant et son air de défi triste. Qu'y avait-il de si choquant ? Peut-être la vérité. La vérité sur ce qu'était une petite danseuse dans le Paris de cette époque. Pas une fée, pas une sylphide. Une enfant exploitée par un système qui broyait les corps et vendait les âmes. Ou peut-être voyait-il autre chose. Un homme de 47 ans qui avait passé 2 ans à étudier une fillette de 14 ans, à la faire se déshabiller et se rhabiller, à modeler ses formes dans la cire. Edgar rangea la sculpture dans un coin de son atelier. Il n'en exposa plus jamais d'autres de son vivant. Quant à Marie, son destin suivit la pente que le système lui avait tracée. Elle manqua trop de répétitions. Elle fut renvoyée de l'opéra. Sans emploi, sans protection, elle glissa vers ce qui attendait les filles comme elle. Elle mourut dans l'anonymat le plus total. On ne sait ni quand, ni où. Les archives se taisent sur les enfants qui n'ont pas réussi. Il y avait d'autres images qu'Edgar gardait cachées. Entre 1876 et 1885, il réalisa une série de monotypes représentant des bordels. Le monotype est une technique particulière. On dessine à l'encre sur une plaque de métal, puis on presse une feuille de papier dessus. L'image obtenue est unique, pas de tirage multiple. Chaque épreuve est un original. Edgar utilisait cette technique pour ses sujets les plus intimes. Sur ces petites feuilles, on voit des prostituées attendre les clients dans des salons aux tentures lourdes. On les voit se laver dans des bassines, se coiffer devant des miroirs ternis, paresser sur des canapés défoncés. Parfois, on les voit avec des hommes. Et parfois, dans un coin de l'image, on aperçoit une silhouette masculine. Un homme en chapeau haut de forme avec une canne, qui observe, qui regarde sans être vu. Était-ce un autoportrait ?
Edgar fréquentait-il ces établissements? Ou imaginait-il simplement ce qu'il aurait pu voir s'il y était entré? Ces images, il ne les montra jamais au public. Après sa mort, ses héritiers les dissimulèrent. Ils vendirent les plus explicites à des collectionneurs privés, avec mission de ne jamais les exposer. Le grand public ne les découvrit qu'un siècle plus tard, dans les années 2010, quand des expositions osèrent enfin les montrer. Que cachaient ces gardiens de la mémoire? Les images elles-mêmes, ou ce qu'elles révélaient sur leur auteur? Un homme qui connaissait si bien ce monde ne pouvait pas être un simple touriste. C'est ce que les héritiers craignaient qu'on comprenne. En 1886, Edgar présenta une série qui fit scandale ouvertement cette fois. Suite de nus de femmes se baignant, se lavant, se séchant, s'essuyant, se peignant ou se faisant peigner. Le titre était clinique, les images aussi. Des femmes nues, vues de dos, courbées sur des bassines, les bras levés pour se sécher, dans des poses que personne n'avait jamais osé représenter. Elles ne regardaient pas le spectateur. Elles semblaient ignorer qu'on les observait. Edgar s'en expliqua auprès d'un journaliste. Jusqu'à présent, le nu a toujours été représenté dans des poses qui supposaient un public. Mes femmes sont des créatures simples, occupées de leur corps. En voici une qui se lave les pieds. C'est comme si vous regardiez par le trou de la serrure. Le trou de la serrure. L'aveu du voyeur. Les critiques s'en emparèrent avec délectation. Il les humilie, écrivit l'un d'eux, en les montrant dans des positions dégradantes. D'autres y virent une révolution. Pour la première fois, des femmes étaient peintes comme des êtres humains, pas comme des déesses. Des corps qui fonctionnent, des gestes quotidiens. Pas de séduction, pas de pose, juste la vie. Edgar se fichait des interprétations. Il avait peint ce qu'il voyait. Que les autres se débrouillent avec leur jugement. Pendant ces années, Edgar découvrit un nouvel outil, la photographie. Ce médium révolutionnaire lui ouvrit des possibilités inédites. L'appareil pouvait capturer ce que l'œil ne percevait pas. Des mouvements trop rapides, des angles impossibles, des cadrages que jamais un peintre n'aurait imaginés. Edgar photographia ses amis, ses modèles, lui-même. Il étudia les images avec la même attention qu'il portait aux maîtres anciens. Ses expériences transformèrent sa peinture. Ses compositions devinrent plus audacieuses. Il coupait les figures par le bord du cadre. Il montrait des angles plongeants, des vues de côté, des perspectives décentrées. L'ironie était cruelle. Cet homme dont les yeux mouraient lentement avait trouvé une machine pour prolonger sa vision. Mais la machine ne pouvait pas lui rendre ce qu'il perdait. Elle documentait sa propre disparition. Le poison était là depuis longtemps. Tapi dans les recoins de son âme, attendant son heure. D'où venait cette haine qui allait tout détruire? Il y avait d'abord l'héritage familial. Les de Gasse appartenaient à cette bourgeoisie catholique pour qui les Juifs restaient des étrangers. On ne les fréquentait pas, ou alors avec condescendance. On murmurait sur leur argent, leur réseau, leur influence supposée. Il y avait la religion. Edgar resta toute sa vie un catholique pratiquant. Il assistait à la messe, observait les fêtes, croyait aux dogmes de son enfance. L'Église de cette époque n'avait pas renoncé à l'antique accusation. Les Juifs avaient tué le Christ. Cette phrase circulait encore dans les sermons et les catéchismes. Il y avait la ruine familiale. Quand la banque de Gasse s'effondra, certains créanciers étaient juifs. Edgar ne l'oublia jamais. Dans son esprit, les Juifs s'associaient à la catastrophe qui avait englouti son père. Et puis il y eut le scandale de Panama. En 1892, la compagnie du canal de Panama fit faillite. Des milliers d'épargnants français perdirent leurs économies. L'enquête révéla une corruption massive. Des parlementaires achetés, des journalistes soudoyés. Et parmi les financiers impliqués, 2 non-juifs, Jacques de Reinach et Cornelius Hertz. La presse antisémite s'empara de l'affaire avec une joie féroce.
La France aux Français, hurlaient les manchettes. Les Juifs nous pillent. Edgar lisait ses journaux, assidûment, quotidiennement. La libre parole d'Édouard Drummond devint sa lecture favorite. Ce brûlot antisémite, qui accusait les Juifs de tous les maux de la France, alimentait sa rancœur jour après jour. Ses amis s'inquiétaient. Comment pouvait-il, lui qui fréquentait des Juifs depuis 30 ans, adhérer à ces théories délirantes? Car il en fréquentait. Et pas n'importe lesquels. Camille Pissarro était bien plus qu'un collègue. C'était un frère d'armes. Un compagnon des premiers combats impressionnistes. Ils avaient exposé ensemble, débattu ensemble, vieilli ensemble. Ludovic Halévy était plus proche encore. Ce librettiste célèbre, auteur de Carmen et de dizaines d'opérettes à succès, avait été le camarade d'enfance d'Edgar. Ils s'étaient connus au lycée Louis-le-Grand. Pendant 40 ans, Edgar avait fréquenté le salon des Halévy, dîné à leur table, joué avec leurs enfants, Daniel et Élie. La famille Halévy était juive, convertie au catholicisme certes, mais juive d'origine. Et cela, soudain, devenait un problème. Le paradoxe était vertigineux. Edgar haïssait les Juifs en théorie tout en les aimant en pratique. Il dévorait la prose venimeuse de Drummond, puis allait dîner chez les Halévy, comme si de rien n'était. Combien de temps cette contradiction pouvait-elle tenir? L'affaire éclata le 15 octobre 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, officier d'artillerie, fut arrêté pour espionnage. On l'accusait d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Les preuves étaient minces. Un bordereau anonyme dont l'écriture ressemblait vaguement à la sienne. Mais Dreyfus était juif, et l'armée avait besoin d'un coupable. Le procès fut expéditif. Le 22 décembre, Dreyfus fut condamné à la déportation perpétuelle. Le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire, on lui arracha ses galons et on brisa son sabre. La foule hurlait « Mort aux Juifs !» Edgar n'était pas dans cette foule, mais il approuvait le verdict. Un traître avait été châtié. La France était vengée. Il n'y avait rien d'autre à dire. Les années suivantes apportèrent des révélations troublantes. Le vrai coupable fut identifié. Un officier nommé Esterhazy, joueur et endetté, avait rédigé le fameux bordereau. Les experts le confirmèrent. L'évidence s'accumulait. L'armée refusa de reconnaître son erreur. Elle fabriqua de nouvelles preuves. Elle protégea Esterhazy. Elle maintint Dreyfus sur son rocher de l'île du Diable, au large de la Guyane. La France se divisa en deux camps irréconciliables. D'un côté, les Dreyfusards, ceux qui exigeaient la révision du procès. Parmi eux, des intellectuels comme Émile Zola, des politiques comme Georges Clemenceau, des artistes comme Claude Monet, qui gardaient une prudente réserve mais penchaient vers la justice. De l'autre côté, les anti-Dreyfusards, ceux qui refusaient de remettre en question l'honneur de l'armée. Pour eux, défendre Dreyfus revenait à attaquer la France elle-même. Parmi eux, des nationalistes, des catholiques intransigeants, des antisémites déclarés. Et Edgar Degas. Il n'était pas simplement anti-Dreyfusard, il était fanatique, enragé, incapable d'entendre un argument contraire. Il coupait la parole à quiconque mentionnait les preuves de l'innocence de Dreyfus. Il quittait les dîners où le sujet était évoqué. Ses amis assistaient, impuissants, à cette transformation. L'homme cultivé qu'ils avaient connu devenait un propagandiste borné. Le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publia une lettre ouverte au président de la République. Son titre claquait comme un coup de feu. « J'accuse ». Émile Zola, le romancier le plus célèbre de France, y dénonçait nommément les responsables de l'erreur judiciaire. Il accusait les généraux d'avoir menti. Il accusait les juges d'avoir condamné un innocent. Il mettait sa carrière et sa liberté en jeu. Ce fut le séisme que les anti-Dreyfusards redoutaient. L'affaire, qu'ils espéraient enterrer, explosait à nouveau. Il fallait choisir son camp. Edgar choisit le sien. Ce matin de janvier, dans un café du boulevard de Clichy, il déplia le journal.
Ses mains tremblaient. Pas de vieillesse, de rage. À une table voisine, Camille Pissarro buvait son café. 30 années d'amitié, des combats partagés, des victoires communes, des souvenirs que personne d'autre ne possédait. Pissarro était juif. Edgar replia le journal avec des gestes secs. Il se leva, jeta quelques pièces sur la table de marbre et prononça des mots qui entreraient dans l'histoire. « Je ne salue plus les vôtres. » Pissarro ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Les mots étaient des pierres. Celles-ci venaient de briser quelque chose d'irréparable. Ils ne se revirent jamais. Le vieil anarchiste mourut 5 ans plus tard, en 1903. Il avait continué à peindre jusqu'au bout, malgré une infection oculaire qui l'obligeait à travailler derrière des vitres closes. Il avait continué à croire en l'humanité, malgré tout. Edgar n'envoya pas de condoléances, il n'alla pas aux funérailles. Pour lui, Pissarro avait cessé d'exister le jour où il l'avait quitté dans ce café. La rupture avec les Halévy fut plus lente, plus douloureuse, plus définitive encore. Ludovic Halévy n'était pas un Dreyfusard militant. Il gardait ses opinions pour lui, comme beaucoup de bourgeois soucieux de tranquillité. Mais il était d'origine juive, et désormais, cela suffisait. Les dîners chez les Halévy, qu'Edgar avait fréquentés pendant des décennies, devinrent des épreuves. Il arrivait tendu, il cherchait la provocation. Il lançait des remarques sur « les gens de votre espèce ». Ludovic encaissait en silence. Louise, son épouse, serrait les dents. Les domestiques baissaient les yeux. Daniel et Élie, les fils Halévy, avaient grandi avec oncle Edgar. Il leur avait appris à dessiner. Il les avait emmenés au cirque, au musée, à l'opéra. Ils l'adoraient. Un soir de 1897 ou 98, la coupe déborda. Personne ne sait exactement ce qui fut dit. Les témoignages divergent. Ce qui est certain, c'est qu'Edgar se leva brusquement, renversa sa chaise et sortit en claquant la porte. Il ne revint jamais. Ludovic Halévy mourut en 1908. 10 années s'étaient écoulées. 10 années pendant lesquelles 2 hommes qui s'étaient aimés comme des frères vécurent dans la même ville sans jamais se croiser. Edgar n'assista pas aux obsèques. Daniel Halévy, devenu historien, écrivit plus tard ces lignes terribles. « Monsieur Degas nous aimait quand nous étions enfants. Il nous a appris à dessiner. Et puis un jour, il a cessé de venir, parce que nous étions juifs. » Il y eut un épisode encore plus absurde. Au printemps 1898, Edgar employait une modèle depuis plusieurs mois. Une femme compétente, ponctuelle, professionnelle. Un jour, sans prévenir, il la renvoya. Elle demanda pourquoi. « Vous êtes juive, ou dreyfusarde, c'est la même chose. » La femme protesta. Elle n'était pas juive, elle était protestante. Elle n'avait aucune opinion sur l'affaire Dreyfus. Elle voulait simplement gagner sa vie. Edgar refusa d'écouter. Il l'avait soupçonné, cela suffisait. L'anecdote fit le tour des ateliers parisiens. On en riait jaune. Le vieux Degas perdait la tête, il voyait des juifs partout. Mais derrière le ridicule, il y avait quelque chose de plus sombre. Un homme capable de détruire une relation professionnelle sur un simple soupçon était capable de n'importe quoi. Sa haine avait dévoré sa raison. Les derniers amis fidèles commencèrent à prendre leur distance. Non pas qu'ils fussent tous Dreyfusards. Renoir partageait certains préjugés d'Edgar. Cézanne évitait le sujet. Mais aucun ne supportait cette obsession qui avait remplacé toute conversation. On venait voir Edgar pour parler d'art, et il parlait des Juifs. On lui montrait une toile, et il demandait si le peintre était juif. On l'invitait à dîner, et il refusait si un juif risquait d'être présent. Renoir finit par résumer ce que tout le monde pensait. Quelle créature que ce Degas! Tous ses amis l'ont abandonné. Je suis l'un des derniers, mais moi non plus je n'ai pas tenu. Il y eut aussi Mary Cassatt. L'Américaine n'avait jamais eu peur d'Edgar.
Elle lui tenait tête, elle le contredisait, elle refusait de plier devant ses humeurs. Leur amitié avait duré près de 20 ans. Une amitié intense, houleuse, productive. Ils s'influençaient mutuellement. Elle adoptait ses cadrages audacieux. Il apprenait d'elle une certaine tendresse dans le trait. Mais Mary était dreyfusarde, convaincue, militante. Elle croyait à la justice, à l'égalité, à ces principes que l'Amérique avait inscrits dans sa Constitution et que la France prétendait défendre. Quand elle prit position publiquement, Edgar comprit qu'il devait choisir. Il choisit la haine. La rupture ne fut pas brutale, pas de scène, pas de porte claquée. Simplement, ils cessèrent de se voir. Les invitations restèrent sans réponse. Les lettres s'espacèrent, puis s'arrêtèrent. Mary en souffrit plus qu'elle ne l'admit. Elle avait cru en lui, en son génie, en sa capacité à dépasser les préjugés de son milieu. Découvrir qu'il était aussi prisonnier de ces haines que le plus borné des petits bourgeois fut un choc dont elle ne se remit pas complètement. Pendant que sa vie sociale s'effondrait, ses yeux continuaient leur trahison. Depuis la guerre de 1870, Edgar savait que quelque chose n'allait pas. Les symptômes s'étaient aggravés d'année en année. La lumière vive le faisait souffrir. Les détails lui échappaient. Des zones d'ombre envahissaient son champ de vision. Certains jours, il voyait le monde à travers un voile grisâtre. Les médecins parlèrent de dégénérescence de la rétine, une maladie héréditaire. Sa cousine Estelle, celle qu'il avait peinte aveugle à la Nouvelle-Orléans, souffrait du même mal. Le destin avait une ironie cruelle. L'homme qui avait passé sa vie à regarder les autres perdait le pouvoir de voir. Vers 1900, la situation devint critique. Edgar ne pouvait plus dessiner avec la précision qui avait fait sa gloire. Les lignes qu'il traçait tremblaient. Les couleurs qu'il percevait n'étaient plus celles que les autres voyaient. Il se tourna vers le pastel. Ce médium poudreux pardonnait les approximations. Les bâtonnets colorés étaient plus faciles à distinguer que les nuances subtiles de la peinture à l'huile. On pouvait travailler par grandes masses, par touches vibrantes, sans s'occuper des détails. Puis il se tourna vers la sculpture. La cire et l'argile avaient un avantage décisif. On pouvait les modeler au toucher. Quand les yeux ne servaient plus, les mains prenaient le relais. Edgar passait des heures à pétrir ses figurines, à les caresser, à les corriger du bout des doigts. Ces sculptures, personne ne les vit de son vivant. Il les gardait dans son atelier, enveloppées de linge humide. C'étaient ses compagnes silencieuses. Les seules créatures qu'il pouvait encore faire naître. Vers 1908, il cessa de travailler. Un visiteur lui demanda ce qu'il faisait de ses journées. « Je suis à la retraite, répondit-il. On m'a volé mes yeux. » Ces mots contenaient toute l'amertume d'une vie. L'œil qui avait scruté les danseuses et les baigneuses, l'œil impitoyable qui n'avait rien épargné, cet œil était désormais éteint. Même aveugle, même seul, Edgar gardait sa langue acérée. On lui parla un jour du téléphone, cette invention qui permettait de converser à distance. Il répondit avec une grimace. « Le téléphone ? Il sonne, et vous devez courir, comme un laquais ? Non merci. » Il refusa d'en installer un. Les intrusions du monde extérieur lui étaient insupportables. On lui demanda pourquoi il ne s'était jamais marié. La réponse fusa. « J'avais peur qu'une femme regarde l'un de mes tableaux et dise « Oh, comme c'est mignon !» Ce mot, mignon, concentrait tout ce qu'il haïssait. La médiocrité. L'art réduit à la décoration. Le regard superficiel qui glisse sans comprendre. Il préférait la solitude à ce risque. Il préférerait mourir seul plutôt que vivre avec quelqu'un qui ne comprendrait pas. Les dernières années furent une longue errance. Edgar sortait encore, malgré sa cécité presque totale. Il marchait dans les rues de Montmartre, là où il avait vécu tant d'années. Il s'arrêtait au carrefour, désorienté. Il cherchait des repères que sa mémoire lui fournissait, mais que ses yeux ne confirmaient plus. Parfois, il entrait dans des lieux familiers, l'opéra, les cafés d'autrefois. Mais tout avait changé. Les gens qu'il avait connus étaient morts ou partis.
Les danseuses qu'il avait peintes avaient vieilli. Il demandait des nouvelles de personnes décédées depuis longtemps. Les vivants le regardaient avec un mélange de pitié et d'embarras. Le Paris qu'il avait aimé n'existait plus. Haussmann l'avait éventré des décennies plus tôt. Les vieux quartiers avaient disparu. Les cafés où il avait refait le monde avec ses amis avaient fermé. Il errait dans une ville fantôme, peuplée de souvenirs que lui seul pouvait voir. Zoé Closier veillait sur lui. Cette gouvernante dévouée l'accompagnait dans ses promenades. Elle le ramenait quand il se perdait. Elle s'assurait qu'il mangeait, qu'il dormait, qu'il ne tombait pas. Elle était la seule présence constante dans sa vie, la seule personne qui ne l'avait pas abandonné. L'été 1914 apporta une nouvelle guerre. Le 28 juin, à Sarajevo, un étudiant serbe assassina l'archiduc d'Autriche. Un mois plus tard, l'Europe entière basculait dans le chaos. L'Allemagne, encore elle, marchait sur la France. Les souvenirs de 1870 remontaient à la surface. Mais cette fois, ce serait pire. Infiniment pire. Edgar avait 80 ans. Trop vieux, trop aveugle, trop détaché du monde pour comprendre ce qui se passait. Les journaux qu'on lui lisait parlaient de batailles, de tranchées, de millions de morts. Ces chiffres n'avaient pas de sens pour lui. La guerre dura 4 ans. 4 ans pendant lesquels la jeunesse française fut fauchée dans la boue de Verdun et de la Somme. Edgar traversa cette période comme un somnambule. Les bruits lui parvenaient assourdis. Les nouvelles, filtrées par Zoé. Parfois la mémoire lui jouait des tours. Il parlait de Manet comme s'il était encore vivant. Il demandait des nouvelles de Berthe Morisot, morte depuis 1895. Il évoquait des projets avec des gens qui n'existaient plus. Le génie qu'on avait admiré n'était plus qu'une ombre, un fantôme qui hantait son propre appartement. Le 27 septembre 1917, à 3 heures du matin, Edgar Degas cessa de respirer. Il avait 83 ans. Il était né sous la monarchie de Juillet. Il avait traversé la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République. Il avait connu 2 guerres contre l'Allemagne. Il avait vu naître l'impressionnisme et survivre à tous ses compagnons. Il mourait seul, dans un appartement encombré de toiles et de sculptures, entouré des œuvres d'une vie entière. Zoé était à son chevet. Elle lui tenait la main. Elle ferma ses yeux quand ils cessèrent de chercher une lumière qui n'existait plus. Les obsèques eurent lieu quelques jours plus tard, au cimetière de Montmartre. Edgar avait laissé des instructions précises. Pas de discours, pas de cérémonie pompeuse, pas de fleurs. Un enterrement simple, presque anonyme. Une poignée de personnes suivit le corbillard. Parmi elles, un vieil homme voûté, appuyé sur une canne. Claude Monet. Monet avait 77 ans. Lui aussi perdait la vue. Lui aussi voyait le monde s'effacer derrière un voile. Mais il continuait à peindre ses nymphéas, ces grandes compositions aquatiques qui l'occuperaient jusqu'à sa mort. Il se tenait devant la tombe ouverte, silencieux. À quoi pensait-il? Au début, peut-être. Au café Gerbois. Aux batailles contre l'académisme. Aux disputes aussi, car il n'avait jamais été vraiment proche. Edgar méprisait le plein air. Monet ne comprenait pas l'obsession du dessin. L'un était un solitaire hargneux, l'autre un patriarche entouré de famille. Pourtant, Monet était là, le dernier des grands, le survivant d'une génération fauchée par le temps. Il se souvenait d'une phrase qu'Edgar avait prononcée autrefois. « La peinture, c'est très facile quand on ne sait pas comment faire. Quand on sait, ça devient très difficile. » Monet hocha la tête imperceptiblement. Il comprenait maintenant. Il comprenait dans ses os, dans ses yeux malades, dans ses mains qui tremblaient. La cérémonie s'acheva. Les fossoyeurs firent leur travail. La terre recouvrit le cercueil. Sur la pierre tombale, aucune épitaphe, seulement un nom et 2 dates.
Hilaire Germain Edgar de Gamil, 834-1917. Quand on ouvrit l'atelier après les funérailles, on découvrit un monde. Les experts qui pénétrèrent dans l'appartement de la rue Victor Massé restèrent sans voix. Ils s'attendaient à trouver des tableaux. Ils trouvèrent un labyrinthe. Des toiles empilées contre les murs, certaines faces visibles, d'autres retournées, toutes couvertes de poussière. Des cartons débordant de dessins, classés selon une logique que seul Edgar avait comprise et qu'il avait emportée dans la tombe. Des pastels fragiles, certains à peine protégés, d'autres soigneusement enveloppés de papier de soie jauni par les années. Et dans un coin sombre, sous des linges humides qui n'avaient plus été changés depuis des mois, les sculptures. 150 figures de cire, des danseuses principalement, mais aussi des chevaux, des baigneuses, des nus dans des poses impossibles. La plupart étaient en piteux état. La cire s'était craquelée, déformée. Des membres manquaient. Des visages s'étaient effondrés sur eux-mêmes. Edgar n'avait jamais pris soin de ses œuvres. Il les créait, les modifiait, les abandonnait. Elles n'étaient pas destinées au public. Elles étaient sa conversation privée avec la forme. On fit venir des fondeurs pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Un travail délicat, périlleux. Chaque sculpture devait être moulée, puis coulée en bronze sans détruire l'original. Beaucoup échouèrent. Les plus fragiles s'émiettèrent au premier contact. D'autres furent jugés trop abîmés pour justifier l'effort. Mais quelques dizaines purent être sauvées. Transformées en bronze, elles commencèrent une nouvelle existence dans les musées du monde entier. La plus célèbre resta la petite danseuse. Cette figurine troublante qui avait tant choqué en 1881. Coulée en métal, vêtue d'un nouveau tutu de gaze, elle devint une icône. Marie Van Goutem, la gamine des faubourgs, morte dans l'oubli, accédait enfin à l'immortalité. Son visage que les critiques avaient comparé à celui d'un singe ornait désormais les cartes postales et les couvertures des livres d'art. Edgar aurait-il apprécié cette ironie ? Probablement pas. Il méprisait la vulgarisation. Mais il n'était plus là pour protester. On découvrit aussi les monotypes des bordels. Le frère d'Edgar et les amis chargés de gérer sa succession eurent un moment de panique. Ces images compromettantes risquaient de ternir la réputation du maître. Ils prirent une décision. Ces œuvres devaient disparaître, ou du moins rester invisibles. Ils vendirent les plus explicites à des collectionneurs privés, avec une consigne stricte: ne jamais les exposer, ne jamais les reproduire, les garder sous clé, loin des regards du public. Pendant près d'un siècle, cette stratégie fonctionna. Les monotypes circulaient dans l'ombre, passant d'une collection privée à l'autre, connus seulement de quelques initiés fortunés. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que des expositions osèrent enfin les montrer. Le public découvrit alors un aspect d'Edgar que ses gardiens avaient voulu effacer. Ces images de prostituées dans leurs salons miteux, ces femmes fatiguées qui attendent, ces hommes en chapeau qui observent depuis l'ombre. Que révélaient-elles ? Un artiste fasciné par tous les aspects de la vie moderne, y compris les plus sordides. Un observateur qui ne détournait jamais le regard. Un homme qui connaissait ce monde de trop près pour n'y avoir été qu'un touriste. Les gardiens de sa mémoire avaient voulu protéger une réputation. Ils avaient réussi pendant un siècle. Mais la vérité finit toujours par émerger. La collection personnelle d'Edgar fut dispersée aux enchères en 1918 et 1919. Pendant toute sa vie, malgré ses plaintes de pauvreté, il avait accumulé des trésors, des œuvres de ses contemporains qu'il admirait, des Manet, des Cézanne, des Gauguin, des dessins d'Ingres et de Delacroix qu'il avait rachetés au fil des années. La vente dura plusieurs jours. Les collectionneurs du monde entier se pressaient pour emporter un morceau de ce trésor. Les prix atteignirent des sommets que personne n'avait anticipés. L'homme qui avait prétendu manquer d'argent laissait un patrimoine considérable.
Encore une façade qui s'effondrait, encore un mensonge qui se révélait. Mais à quoi bon ces révélations posthumes? Edgar n'était plus là pour s'en expliquer. Ses contradictions, ses secrets, ses mensonges l'avaient accompagné dans la tombe. Restaient les œuvres, et les œuvres, au fond, étaient tout ce qui comptait. Que reste-t-il aujourd'hui d'Edgar Degas? Des centaines de tableaux dispersés dans les plus grands musées du monde. Le musée d'Orsay à Paris, le Metropolitan à New York, la National Gallery à Londres. Partout où l'on célèbre l'art du XIXe siècle, ces danseuses tournoient, ces baigneuses se penchent, ces jockeys galopent. Des milliers de dessins qui font le bonheur des chercheurs et des collectionneurs. Chaque année, de nouveaux carnets refont surface, révélant des études inconnues, des esquisses abandonnées, des sculptures en bronze qui valent des fortunes. La petite danseuse s'est vendue plusieurs fois pour des dizaines de millions. Marie van Goghem est devenue l'une des œuvres les plus chères de l'histoire de l'art, et une réputation compliquée, car on ne peut plus regarder ces danseuses avec l'innocence d'autrefois. On sait maintenant ce qu'était l'opéra de Paris au XIXe siècle. On sait que ces petites filles en tutu étaient souvent des victimes, vendues par leur famille, exploitées par un système, offertes aux regards et parfois aux mains des hommes riches. Edgar était-il l'un de ces hommes? Ou était-il simplement un témoin, un documentaliste de la cruauté sociale? On ne peut plus admirer ses pastels sans penser à son antisémitisme. Cet homme qui peignait la grâce haïssait une partie de l'humanité pour le seul crime d'être né dans une certaine religion. Il avait détruit des amitiés de 30 ans. Il avait renié des gens qu'il aimait. Il avait laissé la haine dévorer sa vie. Comment réconcilier ces deux aspects, le génie et la haine, la tendresse du pinceau et la dureté du cœur? C'est la question que chaque génération se pose à nouveau. Pour certains, l'œuvre doit être séparée de l'artiste. Ce qu'Edgar pensait, disait, faisait dans sa vie privée n'affecte en rien la valeur de ses tableaux. Un chef-d'œuvre reste un chef-d'œuvre, quel que soit le caractère de son créateur. La petite danseuse est bouleversante de vérité, peu importe que son auteur ait été antisémite. Cette position a ses défenseurs. Ils arguent que juger l'art à l'aune de la moralité de l'artiste mène à des impasses. Faudrait-il brûler les toiles des peintres adultères? Censurer les œuvres des alcooliques? L'histoire de l'art est peuplée de personnages discutables. Si l'on ne gardait que les œuvres des saints, les musées seraient vides. Pour d'autres, cette séparation est impossible. L'antisémitisme d'Edgar n'est pas un détail biographique sans rapport avec son art. Il révèle quelque chose de fondamental sur son regard. Cette façon de traiter les femmes comme des objets d'étude, cette distance froide qu'il maintenait entre lui et ses sujets, cette incapacité à voir l'autre comme un égal. Ces danseuses ne sont jamais des individus, ce sont des corps, des formes, des prétextes à composition. Il ne leur donnait pas de nom dans ses titres, il ne s'intéressait pas à leur vie. Il les regardait comme on regarde des insectes sous une loupe. Cette position aussi a ses défenseurs. Ils arguent qu'on ne peut pas séparer l'œil de l'homme, que la froideur du regard artistique et la dureté du regard humain sont les deux faces d'une même pièce. Pour d'autres encore, la vérité se situe quelque part entre ces extrêmes. Edgar était un homme de son temps. Ses préjugés étaient ceux de sa classe et de son époque. Des millions de Français partageaient son antisémitisme. Des millions de bourgeois fréquentaient les coulisses de l'opéra sans que personne y trouve à redire. Le juger selon les critères du XXIe siècle serait anachronique, mais ignorer ses défauts serait malhonnête. Ces débats continueront longtemps après nous. C'est le propre des grandes œuvres. Elles posent des questions qui n'ont pas de réponse définitive. Et puis il y a la question qui hante tous les biographes. Pourquoi ne s'est-il jamais marié? Cet homme qui vécut 63 ans dans la société la plus mondaine d'Europe, cet homme qui fréquenta des centaines de femmes, qui les peignit, les sculpta, les observa pendant des milliers d'heures, cet homme ne partagea jamais sa vie avec aucune d'entre elles. Pas de liaison connue, pas de maîtresse avérée, pas même de rumeurs crédibles. Les hypothèses abondent,
Certains évoquent une timidité maladive. Edgar savait regarder les femmes, mais il ne savait pas leur parler. Dès que la conversation devenait intime, il se raidissait, il fuyait. D'autres parlent d'une peur de l'intimité. L'enfant qui avait perdu sa mère à 13 ans avait peut-être décidé, au plus profond de lui-même, de ne plus jamais s'exposer à une telle douleur. Aimer, c'était risquer de perdre. Il avait choisi de ne pas aimer. D'autres murmurent des hypothèses plus audacieuses. Préférait-il les hommes ? À une époque où l'homosexualité était un crime, un tel secret aurait été farouchement gardé. Mais aucune preuve n'est jamais apparue. Pas de lettres, pas de témoignages. D'autres encore suggèrent qu'il était simplement asexuel, que le désir physique lui était étranger, que toute son énergie passait dans son art, ne laissant rien pour le reste. La vérité, personne ne la connaîtra jamais. Une anecdote circule. On aurait demandé au jeune Edgar pourquoi il ne cherchait pas une épouse. Il aurait répondu « Je ne supporterai pas qu'une femme regarde mon tableau et dise « c'est très joli ». Cette réponse, si elle est authentique, dit tout. Edgar ne voulait pas d'une compagne. Il ne voulait pas de témoin. Il voulait être seul avec son œuvre, dans un dialogue que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le mariage aurait été une intrusion, une présence étrangère dans son sanctuaire, une voix qui aurait commenté, jugé, interféré. Il préféra la solitude. Il y a une dernière figure à évoquer, une figure modeste, presque invisible, mais essentielle. Zoé Closier. Cette femme fut la gouvernante d'Edgar pendant ses dernières années. Elle cuisinait pour lui. Elle nettoyait l'appartement du mieux qu'elle pouvait dans ce chaos de toile et de poussière. Elle l'accompagnait dans ses promenades. Elle le ramenait quand il se perdait. Elle fut la dernière personne à le voir vivant. Elle tint sa main pendant qu'il mourait. Elle ferma ses yeux. Après la mort d'Edgar, Zoé disparut des archives. On ne sait pas ce qu'elle devint. Probablement retourna-t-elle dans l'anonymat d'où elle était venue. Elle n'avait pas de place dans l'histoire de l'art. Elle n'était pas une danseuse, pas une muse, pas une collectionneuse. Juste une femme qui avait pris soin d'un vieil homme difficile. Edgar ne la mentionna pas dans son testament. Il ne lui laissa rien. Pas un tableau, pas un dessin, pas un franc. Pourtant, elle était restée. Quand tous les amis étaient partis, quand la haine avait vidé sa vie, quand ses yeux s'étaient éteints, elle était restée. L'amour le plus pur est peut-être celui qui ne demande rien. Zoé n'attendait pas de reconnaissance. Elle accomplissait son travail, jour après jour, sans espoir de récompense. Edgar ne sut jamais ce qu'il avait perdu en repoussant tous ceux qui l'aimaient. Mais il ne repoussa pas Zoé. Peut-être parce qu'elle ne demandait rien. Peut-être parce qu'avec elle, il n'avait pas besoin de porter de masque. Elle fut son dernier témoin, sa dernière humanité. Revenons une dernière fois au cimetière de Montmartre. La tombe d'Edgar existe toujours. On peut la visiter parmi les sépultures des célébrités et des inconnus qui peuplent ce lieu de mémoire. Elle est modeste, comme il l'avait voulu. Pas de monument grandiose, pas de statue, pas d'épitaphe éloquente. Juste une pierre avec un nom et 2 dates. Les visiteurs s'arrêtent parfois. Ils reconnaissent le nom. Ils sortent leur téléphone pour photographier. Puis ils passent à la tombe suivante. Edgar aurait peut-être apprécié cette indifférence. Lui qui fuyait les hommages. Lui qui répétait qu'un artiste ne devait être jugé que sur ses œuvres. Les œuvres sont ailleurs, dans les musées, dans les collections, dans les livres qui s'empilent sur les tables d'art. Elles continuent de vivre. Elles continuent de troubler, d'émouvoir, de questionner. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un s'arrête devant une danseuse d'Edgar et ressent quelque chose, un frémissement, une émotion, une connexion avec un passé révolu mais toujours présent. C'est la seule immortalité qui compte vraiment, pas celle des monuments, celle du regard qui se pose sur une image et qui en est transformé. Le brouillard se lève sur Montmartre.
Les premiers rayons du soleil percent entre les tombes. Les oiseaux chantent dans les arbres centenaires. C'est un nouveau jour. Un jour comme tant d'autres depuis que le monde existe. Des millions de gens se lèveront, vivront, souffriront, aimeront, haïront, puis se coucheront pour recommencer le lendemain. Parmi eux, quelques-uns penseront à Edgar, un étudiant préparant un exposé, un touriste planifiant une visite au musée d'Orsay, un vieillard se souvenant d'une reproduction accrochée dans la maison de son enfance. Ces pensées fugitives sont tout ce qui reste, tout ce qui survit de ses espoirs, de ses peurs, de ses triomphes et de ses échecs. Est-ce beaucoup? Est-ce peu? C'est ce que mérite une vie humaine, ni plus, ni moins. Edgar Degas fit de son mieux, avec ses yeux qui le trahissaient, avec son cœur qui ne savait pas aimer, avec son esprit qui s'égarait dans les chemins de la haine. Il fit de son mieux, et il créa de la beauté. Une beauté imparfaite, ambiguë, troublante, mais de la beauté quand même. C'est peut-être tout ce qu'on peut demander à un être humain. Créer quelque chose qui dépasse ses propres limites. Laisser derrière soi les traces fragiles de ce qu'on a tenté d'accomplir. Edgar s'en est allé, ces traces demeurent. À nous de les regarder, à nous de décider ce qu'elles signifient. Le reste appartient au silence.